Au Qatar, la plus grande base aérienne, la plus grande base américaine a été touchée, ciblée à plusieurs reprises par des missiles balistiques iraniens et des drones. Certains ont été abattus, ils ont aussi pu pénétrer le système de défense. Malheureusement, c'est ça, il n'y a pas de 100% parfait, ça n'existe pas. Il y a eu explosion majeure à l'ambassade d'Oslo, ambassade américaine à Oslo, en Norvège. Ça commence. Il y a revendication par l'armée iranienne, des rapports selon lesquels il y a eu des coups directs sur le centre d'exploitation et de développement de pétrole israélien. Après qu'Israël ait frappé leur centre, ils ont frappé en retour. Okay? Ils ont fait usage du nouveau missile, le Khyber Sheikhan, 1450 km, ogible, manœuvrable, qui peut changer de direction. Ça, c'est une première pour l'Iran. L'Iran a aussi rapporté des soldats capturés américains. Ils auraient capturé des militaires américains en Iran. Et ils disent que les Américains le rapportent comme décédés en guerre. Mais c'est faux, ils ne sont pas décédés, ils sont vivants. L'Iran bombarde la plus grande base américaine dans la sous-région. Encore une fois, c'est une mise à jour sur cette guerre en Iran, entre les États-Unis, Israël et Iran. Une guerre que nous ne désirons pas voir, mais c'est une guerre pour laquelle il faut être très bien informé pour savoir ce qui se passe dans le futur. Oui, l'Iran vient de frapper, une frappe à grande échelle. La plus grande installation militaire américaine au Moyen-Orient a été ciblée à plusieurs reprises par des missiles et des drones iraniens et a été touchée. Okay? Donc il a été rapporté que beaucoup ont été interceptés, évidemment. Certains missiles balistiques ont été interceptés et des drones. Le ministère qatari de la Défense a rapporté que 2 missiles balistiques visaient la base. 2 missiles balistiques visaient la base. 2 missiles, en effet. Et l'un a été intercepté et l'autre a touché le côté de l'immeuble. Et face à cela, 16 personnes ont été blessées et des dégâts évidents. Les vidéos montrent le système Patriot américain en action pour contrer les menaces entrantes. Vous savez, quand on est fort, on a l'habitude de taper sur les gens. Il risque d'arriver une fois où on rencontre une personne qui n'est pas essentiellement aussi fort que soi, mais une personne qui a une résistance élevée. Ça m'est déjà arrivé dans le passé. Et ce n'est pas une très belle expérience. Parce que généralement, on ne sait pas trop comment se comporter quand la personne réagit en retour. Aucune perte américaine n'a été confirmée jusque-là, mais quelques décès viennent d'être signalés dans d'autres sites du Golfe. Ah oui, apparemment, un Américain est décédé plus tard suite à des blessures en Arabie Saoudite. Celui-là n'a pas mérité ça du tout. Du côté iranien, il y a des revendications majeures. L'Iran dit que les frappes majeures ont fait une perturbation des radars et des communications. Ceci contraste évidemment avec les déclarations américaines et qataries des faits minimaux et aucune perturbation du rythme opérationnel. Donc l'Iran dit qu'on a perturbé, on a touché des radars. Les Qataris et les Américains disent que non, il n'y a pas eu... Voilà. Qui dit la vérité? Rappelez-vous que nous sommes aussi dans une guerre informationnelle. Ni l'Iran ni les États-Unis, personne ne dira tout à fait la vérité. Explosion à l'ambassade américaine à Oslo. Qui a causé ceci? Ça commence à faire peur. Une explosion a été rapportée, une explosion nocturne à l'ambassade des États-Unis à Oslo. Oslo, c'est où? C'est là sur la carte. Nous sommes en Norvège. Ceci, évidemment, a causé des dommages, mais aucune victime. La police norvégienne enquête et considère l'hypothèse d'un acte de terrorisme comme l'une des pistes principales, sans exclure d'autres possibilités. Cela pourrait être lié à la situation sécuritaire actuelle en Moyen-Orient. Évidemment, c'est la situation. Depuis tout ce temps, personne n'a attaqué Oslo. Soudainement, on bombarde l'Iran et commence des histoires à Oslo. C'est à cause de ça. Alors, qui est en train de faire ça? Est-ce les sleeper cells, les cellules endormies de l'Iran qui commencent à réagir? Point d'interrogation. Explosion à Oslo. Oslo, c'est très loin de l'Iran. Donc, des fois, quand vous ne pouvez pas faire face à une personne ouvertement, vous commencez à toucher ses enfants dans le coin. L'Iran a frappé, les rapports iraniens qualifient cela d'un coup direct sur une grande installation de traitement pétrolier d'Israël, exploitée par le groupe Bazan qui fournit une grande partie de carburant israélien lié au port Haïfa. L'Iran a frappé ce lieu de processing de pétrole, de carburant israélien. Évidemment, Israël n'a pas confirmé la destruction ou le dommage majeur à la raffinerie de Bazan. Cette vague, évidemment, c'est encore une fois, on ne sait pas comment confirmer ça. Il faut garder à l'esprit que cette guerre n'est pas seulement une guerre physique, c'est aussi une guerre informationnelle. À ce que nous sachions, à Israël, on n'a pas le droit de publier n'importe quoi. Okay? On n'a pas le droit de faire des lives, surtout quand ça tire. On n'a pas le droit de montrer des images, des batteries antiaériennes en train de partir. Sinon, d'après eux, ça signerait les positionnements et ce serait délétère à leur sécurité. Nous savons aussi que l'Iran est capable de mensonges et de vérité, ainsi que Israël. Tout le monde ment. Maintenant, est-ce que l'Iran a été capable d'exploser les installations de traitement pétrolier d'Israël? Point d'interrogation. Nous savons
qu'Israël a fait autant. Généralement, on se dit, on ne peut pas s'attaquer aux installations civiles, n'est-ce pas? Mais nous savons qu'Israël a fait autant. Parce qu'il y a quelques jours, Israël a bombardé des installations pétrolières en Iran. Et ça brûle au moment où nous parlons. L'Iran en a fait en retour en bombardant aussi les installations de pétrole en Israël. Israël n'a pas confirmé la destruction, mais ce que nous savons est que certains missiles ont pénétré les défenses conformes à la stratégie d'attrition. Une défense en mosaïque de l'Iran qui utilise le volume, donc plusieurs drones avant de tirer des missiles, pour submerger les systèmes de défense israéliens. Ce nouveau missile utilisé par l'Iran s'appelle le Khaybar Shakal. C'est un missile balistique guidé de précision à carburant solide. Sa portée, 1450 km. Il peut avoir des ogives manœuvrables pour échapper à la défense. C'est-à-dire, quand ça tire, ça ne va pas directement d'un point à un autre. Ça tire, mais ça peut bouger, juguler, changer de direction pour éviter, évader le système de défense. Alors, ceci a été mis en avant comme arsenal par l'Iran pour contrer les États-Unis et Israël. Des soldats américains seraient capturés en Iran. Ça, c'est chaud. Ça, c'est unprecedented, c'est incroyable. Ali Larjani, secrétaire du Conseil suprême de la sécurité nationale iranienne, a publié sur X et déclaré aux médias que plusieurs soldats américains ont été prisonniers depuis le début de la guerre. Cet acte honteux qu'ils ont perpétré sur la scène internationale aura un coût terrible. Ils ont assassiné le dirigeant iranien. Le prix à payer sera lourd. Alors, il a accusé les États-Unis de les déclarer tués au combat pour cacher les captures. Donc, d'après eux, les Américains ont déclaré que ces personnes étaient tuées au combat. Ce n'est pas une affirmation publique, mais ils sont pris pour des gens tués au combat. Mais la réalité, qu'ils sont capturés. Enfin, dire qu'un militaire américain est capturé, c'est encore pire que dire qu'il est tué. Alors, le monsieur affirme que la vérité finit toujours par éclater. Les médias d'État iraniens et alliés amplifient cela, évidemment, pour l'instant, comme une victoire de propagande. C'est une vérité ou pas? On ne sait pas. C'est de la propagande, on ne sait pas, on peut pas savoir. On n'est pas sur place. Ils ont invoqué que 6 ou 7 nombres de soldats militaires, aucune précision, aucune vidéo, n'a été fournie par l'Iran, ont été en effet capturés en Iran. Sont-ils partis là-bas comme espions? Point d'interrogation. Sont-ils partis là-bas pour faire la guerre? À combien? Point d'interrogation. Il y a beaucoup de réponses qu'on n'a pas. La réponse américaine, le commandement central des États-Unis, le CENTCOM, a immédiatement qualifié cela de mensonge. Tromperie. Vous remarquez qu'il y a beaucoup de guerre d'esprit, de guerre d'information. Qui dit la vérité ou pas? Pendant qu'il y a la guerre d'information, il y a des choses qui se passent. Apparemment, il y a des endroits qui sont complètement détruits. Si on ne vous montre pas la télé, il faut faire très attention. Donc, c'est ça. Le porte-parole, le capitaine Tim O'Keefe, a dit le régime iranien fait tout ce qu'il peut pour propager des mensonges et de tromper. C'est leur nouvel exemple clair. Bon. Une personne qui ne gagne pas la guerre, quand il trompe, vous l'écrasez. Pourquoi il n'est pas écrasé? C'est la question qu'on se pose. Pas de cessez-le-feu jusque-là. Oui, l'Iran a répété à plusieurs reprises qu'il n'y aurait pas de cessez-le-feu. Ils ne sont pas intéressés. Les États-Unis ont encore proposé une fois, pas directement un cessez-le-feu, mais ils ont dit que l'Iran voulait discuter. Et ils ont rejeté le fait, disant, nous ne voulons pas discuter du tout. Continuons ce que vous avez commencé. La position officielle de l'Iran est exprimée à maintes reprises par des hauts responsables, qu'aucune négociation ne sera faite. D'ailleurs, le monsieur ici, vous voyez, encore une fois, le ministre des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, a dit dans une interview sur NBC, disons, nous ne demandons pas de cesser le feu, nous n'en voulons pas. Nous ne voyons en effet aucune raison pour laquelle nous devrions négocier avec les États-Unis. Nous ne demandons pas de cesser le feu. Et nous ne voyons aucune raison de ne pas négocier avec les États-Unis. Nous avons déjà négocié avec eux à 2 reprises et, à chaque fois, ils nous ont attaqués en plein milieu des pourparlers. Par conséquent, nous ne demandons ni cessez-le-feu, ni reprise des négociations avec les États-Unis. Nous ne leur avons jamais adressé le moindre message. Ça, c'est dur, hein. Je n'ai aucune raison de négocier avec toi. Waouh, ça, c'est le niveau ultime de, voilà. Je ne vois même pas l'intérêt. Nous n'avons négocié 2 fois avec eux dans le passé et ils nous ont attaqués. Donc, ils sont pas crédibles. On ne négociera pas. Il a rejeté les appels à un cessez-le-feu inconditionnel et insiste la nécessité d'une fin permanente de la guerre, affirmant que l'Iran doit continuer à se battre pour bien mener leur peuple et leur sécurité. Il accuse les États-Unis et Israël d'avoir déjà brisé le cessez-le-feu à 2 reprises. Donc, ils ne sont pas dignes de confiance. Voilà ce que c'est, les amis, jusque-là. La mise à jour sur ce qui se passe en Iran. Je sais que c'est très intéressant. Vous aimez ça, vous voulez savoir ce qui se passe. Et on vous donnera les effets les plus essentiels, sans filtre. Ça, c'est évident. Encore une fois, au Qatar, la plus grande base aérienne, la plus grande base américaine a été touchée, ciblée à plusieurs reprises par des missiles balistiques iraniens et des drones. Certains ont été abattus. Ils ont aussi pu pénétrer le système de défense.
Malheureusement, c'est ça. Il n'y a pas de 100% parfait. Ça n'existe pas. Il y a eu explosion majeure à l'ambassade d'Oslo, ambassade américaine à Oslo, en Norvège. Ça commence. J'espère que les sleeper cells ne sont pas en train de travailler. Ça mettrait en effet la population américaine en danger. Ah oui, la population américaine en danger qui sont innocents. C'est ça. Il y a revendication par l'armée iranienne des rapports selon lesquels il y a eu des coups directs sur le centre d'exploitation et de développement de pétrole israélien. Après qu'Israël ait frappé leur centre, ils ont frappé en retour. Ils ont fait usage du nouveau missile, le Khyber Sheikhan, 1450 km ogible, manœuvrable, qui peut changer de direction. Ça, c'est une première pour l'Iran. L'Iran a aussi rapporté des soldats capturés américains. Ils auraient capturé des militaires américains en Iran. Et ils disent que les Américains le rapportent comme décédés en guerre. Mais c'est faux, ils sont pas décédés, ils sont vivants. Est-ce vrai ou pas? L'Amérique, évidemment, rejette ces faits, disant que c'est d'une L'Iran vient enfin de choisir son leader. C'est quelqu'un de nouveau. Mojtaba Khamenei. Il est le fils de cet homme ici, l'ayatollah Ali Khamenei. Donald Trump n'est pas content du choix du tout. Il dit que le leader de l'Iran doit être choisi par lui. Et lui et ses amis doivent être d'accord. Sinon, celui qui est choisi comme leader n'y restera pas très longtemps. Tu dois t'en débarrasser. Est-ce qu'il a une cible dans le dos? Tu veux dire le nouveau guide suprême? Tu veux dire le fils? Comment peut-il y avoir un Iran avec Un autre Yato? Eh bien, je ne veux pas dire ça, mais tu sais, j'ai été déçu. Parce que nous pensons que cela va simplement entraîner encore plus du même problème pour le pays. Donc, j'ai été déçu de voir leur choix. Vous avez dit que vous aviez quelqu'un en tête pour diriger l'Iran si ce n'est pas le fils de l'ayatollah. Qu'attendez-vous de cette personne? Est-ce que vous envisagez quelqu'un de l'intérieur, étant donné que vous venez de dire que leur direction a été désignée? J'aime l'idée, tu sais, d'interne et d'éternel. En y réfléchissant bien. Mais j'aime l'idée d'interne, parce que ça fonctionne bien. Je veux dire, je pense que nous l'avons prouvé jusqu'à présent au Venezuela. Nous avons une femme, Delcy, qui a été, vous savez, présidente du pays, très respectée, très. Elle fait un excellent travail. Et ça, vous savez, sans perturbation. Comme vous vous en souvenez, il y a eu l'Irak où tout le monde a été licencié, les militaires ont été renvoyés, les policiers ont été licenciés, les politiciens ont été limogés. Il n'y avait personne. Et vous savez ce qu'ils sont devenus? L'EI. Nous ne voulons pas de ça. Nous ne voulons pas de ça. J'aimerais donc voir les personnes qui sont à l'intérieur partir. Maintenant, ils parlent du fils du chat. Ils parlent des autres. Mais vous savez, ça fait très longtemps que ça n'existe plus. Nous avons une formule qui a très bien fonctionné jusqu'à présent et je pense qu'elle continuera de bien fonctionner. La Russie et la Chine sont tout à fait d'accord. Ils accordent le soutien total au nouveau leader iranien, Mojtaba Khamenei. Moscou a exprimé son soutien avec grand emphase, une chose que les Américains n'aiment pas du tout. Mais dans cette histoire, qui est Mojtaba Khamenei? C'est une personne apparemment charismatique, mais qui est la profondeur de cette personne? On va essayer de voir très rapidement. Mojtaba est né en 1979 dans la cité de Mashhad. Il est le second fils de l'ayatollah Ali Khamenei. Mais Mojtaba n'a pas grandi sous le feu du projecteur. Il était très caché. D'ailleurs, il y a très peu de photos et de vidéos de lui relatant son histoire passée. Sa vie de jeune a été construite sur des éléments très importants. L'un de ces éléments, c'est la guerre Iran-Irak. Dans les années 80, une guerre initiée par les Américains, sponsorisée par les États-Unis, dans l'objectif de renverser le gouvernement iranien. Le gouvernement iranien qui était hostile aux Américains. Après avoir renversé le Shah, qui était l'ami intime des Américains en 1979. Pourquoi le Shah? Le Shah était une personnalité qui soutenait les avantages des États-Unis et la Grande-Bretagne. Les États-Unis et la Grande-Bretagne avaient accès au pétrole et au carburant, au gaz iranien sans difficulté, jusqu'à l'arrivée de l'ayatollah Ali Khamenei. Le renversement du Shah, qui était expulsé du pays, est parti se réfugier aux États-Unis d'Amérique. Comme les États-Unis ne voulaient pas cette défaite, il était important de créer une histoire pour renverser ou au moins troubler la situation paisible en Iran. La guerre entre l'Irak et l'Iran a commencé dans les années 80. En effet, beaucoup de personnes disent que les États-Unis auraient fourni des armes chimiques à l'Irak pour attaquer l'Iran. Des armes chimiques qui ont causé beaucoup de dégâts. Il y a eu à peu près 1 million de morts dans cette guerre. 1 million de personnes. Évidemment, l'objectif ici, c'était quoi? L'accès au pétrole iranien.
Alors, Mojtaba Khamenei a grandi dans ces conditions. D'ailleurs, il a fait la guerre lui-même du côté de l'Iran, combattant contre l'Irak. Après la guerre, il a complètement disparu du public. Personne ne le voyait. Il a réapparu quelques années plus tard, dans la ville de Qom. Qom, c'est le principal centre mondial pour les redditions chiites, la théologie et l'éducation religieuse, abritant des grands séminaires et le sanctuaire de Fatima Massoumeh. On l'appelle parfois la capitale religieuse du chiisme en Iran. C'est là que Mojtaba Khamenei commence à apprendre la profondeur religieuse. Il prend de formation et multiples avancements. Mais contrairement aux autres, généralement les religieux commencent très tôt. Leur formation dure très longtemps, mais c'est avec un objectif bien précis. Voilà pourquoi on commence très jeune. Il a commencé en retard. Mojtaba Khamenei aujourd'hui est considéré comme dignitaire religieux de niveau moyen, pas de niveau supérieur, parce qu'il a commencé en retard. Ceci évidemment présente un problème constitutionnel. Pourquoi? Pour devenir ayatollah en Iran, il faudrait être un dignitaire religieux de haut degré. Mais ce qui est évident ici est que l'Iran a contourné ce fait. Cette règle majeure dans la situation de Mojtaba Khamenei. Bah écoutez, ils l'ont déjà fait dans le passé. En 1979, ils l'ont fait avec son père. Ils ont contourné la règle pour lui accorder accès au pouvoir. Mojtaba Khamenei restera à l'ombre jusqu'en 2005. C'est en 2005 que son nom réellement s'expose au public, surtout au public politique. Pourquoi? À l'époque, il y avait élection présidentielle. Et il y avait cet homme ici, Mahmoud Ahmadinejad, ex-président de l'Iran. Et à l'époque, il était candidat aux élections présidentielles. Nombreux ont accusé Mojtaba d'avoir malicieusement aidé Mahmoud à gagner les élections présidentielles en Iran en 2005. Il a aussi gagné les élections en 2009. Des figures d'opposition, notamment comme ce monsieur ici, Mehdi Karoubi, qui a ouvertement accusé Mojtaba Khamenei d'avoir mobilisé illégalement des réseaux de mosquées, donc des gens dans les mosquées, des gens qui soutiennent les mosquées, des gardiens de la révolution, c'est-à-dire l'armée, les militaires, et les milices bajides pour favoriser Ahmadinejad au détriment des autres conservateurs. Donc, il a joué un rôle important à cause de sa position. Il a influencé les gens à la mosquée parce qu'il y était régulièrement. Il a aussi influencé la garde révolutionnaire parce qu'évidemment, cette garde protège leur père afin de pouvoir faire passer Ahmadinejad comme président de la République à l'époque. Et en réponse, beaucoup d'Iraniens, enfin des millions d'Iraniens sont sortis dans les rues en proteste contre ce fait. On a appelé ça the green something, quelque chose comme ça. Alors, Mojtaba a été hors de projecteur pendant très longtemps. Mais on dit aussi que pendant qu'il était hors de projecteur, il accumulait méticuleusement son argent. Il y a des rapports qui disent que Mojtaba n'a même pas de maison. Les enfants de Khamenei n'ont pas de maison à eux, en leur nom. Ils sont en train de louer, ils vivent en location. Mais il y a des rapports qui disent que Mojtaba est extrêmement riche. On dit que Mojtaba est censé avoir un empire en investissement de propriété en Europe, des pays du Golfe, aux États-Unis et a un domicile de luxe estimé à 138 millions de dollars en Grande-Bretagne. Il y aurait des chaînes d'hôtels en Allemagne et en Espagne. Est-ce vrai? On ne sait pas. Il est dit qu'en Allemagne, le réseau contrôlerait des hôtels haut de gamme, notamment à Francfort, tels que le Hilton Francfort, Gravenberg, acquis via des entités liées à des associés en 2011. Donc il n'a pas mis son nom devant. Il y a d'autres personnes qui sont parties acheter des histoires en son nom. Parmi les personnes qui achètent des histoires en son nom, il y a ce monsieur, Hari Ansari. D'après les rapports, cet homme d'affaires iranien, sanctionné par le Royaume-Uni, est identifié comme le principal agent financier et intermédiaire pour les acquisitions à l'étranger. Comme le font généralement les guides et les dirigeants, ils achètent des histoires au nom d'autres personnes. Est-ce un cas réel de ce monsieur? Nous allons le découvrir. On suggère que les fonds proviennent largement des revenus pétroliers iraniens, acheminés via des institutions financières en Suisse. On estime qu'il vaut à peu près 3 milliards de dollars. Alors la question qui reste est celle-ci. Pourquoi l'Iran a choisi Mojtaba Khamenei? Tenant en compte le fait que l'Iran avait destitué le Shah à l'époque parce qu'il ne voulait pas d'un système héréditaire. Pourquoi dans ce cas prendre Khamenei, Mojtaba, pour remplacer son père, Ayatollah Ali Khamenei? La garde révolutionnaire iranienne, c'est une armée d'hommes très forts, très bien outillés, très structurés. Ce n'est pas l'armée de l'Iran. Cette garde républicaine a pour objectif de protéger le guide suprême et ses sujets, pas la population. Il y a aussi l'armée qui se charge de la population. Cette garde républicaine contrôle beaucoup de choses en Iran. Il contrôle les missiles, les réseaux de renseignement, les milices étrangers et une grande partie de l'économie iranienne. C'est le groupe militaire le plus puissant en Iran. Et eux veulent Mojtaba Khamenei comme leader. Alors, et les modérés en Iran ont-ils un problème par rapport à ça? La semaine dernière, vous avez vu le président Pezeshkian faire un discours. Et pendant qu'il faisait son discours, il a dit vouloir s'excuser. Il s'est excusé directement vis-à-vis des pays du Golfe, disant nous nous excusons pour les frappes. Ils sont nos frères, d'accord? Nous ne frapperons plus désormais, mais seulement les pays qui nous frappent. C'est ce qu'il a dit, n'est-ce pas? Quelque temps plus tard, il était critiqué par des membres de son gouvernement. Des généraux et d'autres personnes ont critiqué le président de la République ouvertement, disant que c'était absolument absurde ce qu'il a dit. Et quelques heures plus tard, malgré ce que le président avait dit, l'Iran a frappé, a continué à bombarder avec des missiles et des drones les mêmes pays dont le président avait dit qu'il ne bombarderait pas. Y a-t-il deux groupes clairement séparés? Ou une
une stratégie très intéressante où on joue le mauvais policier et le bon policier. Le mauvais policier ici étant les clérics et la garde révolutionnaire, pendant que le bon policier est le président de la République. Ceci évidemment donne à l'Iran une capacité de manœuvre très intéressante. La diplomatie d'un côté et la force militaire d'un autre. Si vous voulez discuter poliment, vous parlerez au président de la République, qui est flexible. Si vous venez par la force, la garde révolutionnaire sont prêts à faire face à votre revers. Ce qui est important de garder ici est que Mochoba Khamenei a joué le rôle d'assistant de son père pendant très longtemps. Il était très présent dans toutes les réunions sensibles. Il sait exactement ce qui se passe et ce qu'il faut faire. Mais être assistant direct de son père pendant très longtemps et faire face à une population de plus de 90 millions d'habitants sont des choses complètement différentes. En attendant, Israël a dit, celui qui sera le guide suprême de l'Iran sera leur cible prochaine. Verrons-nous un Iran plus fort ou une tête encore une fois décapitée? Faites-moi savoir ce que vous en pensez, c'est toujours avec beaucoup de plaisir. Afrique du Sud, les gens sont partis à l'ambassade américaine, ils ont fait un discours, ils avaient des microphones, des parlophones, en train de dire à travers les murs, laissez l'Iran tranquille. L'impérialisme est ce que vous mue maintenant. Ce n'est pas autorisé. Suivez. Pour la fin de l'apartheid, pour la fin du colonialisme de peuplement. Et quand je retournerai à Gaza, j'y retournerai avec un message clair de la part de l'Afrique du Sud. Ce genre de comportement, c'est un comportement délicat à un certain groupe de personnes. Vous ne verrez jamais ce genre d'histoire se faire en Afrique centrale ou en Afrique. Jamais vous ne verrez ce genre d'histoire. La mentalité, quand je vous dis les Africains sont différents, ce n'est pas pour faire la polémique, ok? Il faut aller faire des tours dans certains pays africains pour comprendre combien les Africains sont tellement différents. Au fait, la seule chose qui unit beaucoup d'Africains, c'est la couleur de peau. Ce n'est pas la mentalité. Parce que quand les gens disent, oh, c'est la mentalité africaine, il n'y a pas de mentalité africaine. Il y a des comportements francophones et des comportements de sous-région. Ça, on peut accepter. Il y a des pays où les gens sont impolis, naturellement. Ce ne sont pas tous les Africains qui sont impolis, mal éduqués. Ce ne sont pas tous les... Non. Il y a des endroits en Afrique de l'Est, par exemple, où les gens ont du mal à insulter. Il y a certains pays à insulter, on te trouve bien. Tu insultes en public, c'est incroyable. Regardez-moi ça. Des Sud-Africains sont partis se présenter, disant, mettez vos mains hors de portée de l'Iran. Ce que vous faites là est inacceptable. Dans votre pays, on peut faire ça. Non, dans votre pays, soyons honnêtes avec nous-mêmes. Je sais que vous êtes super fan de votre pays, c'est tout à fait normal, même si c'est un shithole country. Dans votre pays, vous pouvez aller à l'ambassade des États-Unis pour faire ça. La police va vous ramasser, l'armée va vous tabasser, on va vous humilier. Pourquoi? Parce que dans la plupart de vos pays, les étrangers ont plus de valeur que vous. Suivez. Lors de sa libération en 1992, Nelson Mandela rencontra l'ayatollah Khomeini et s'adressa à lui en disant « Oh mon leader, comment allez-vous? C'est un véritable plaisir. » Il le salua et lui témoigna des honneurs. Aujourd'hui, le président du pays est assassiné, puis le guide suprême de ce même pays est assassiné. Et puis, 170 enfants sont assassinés. C'est du jamais vu. Nous entrons dans une nouvelle ère où ce genre de choses est dangereux. Je vous rappelle encore une fois que l'Afrique du Sud est le pays qui a osé emmener Israël en justice pour ce qui se passe à Gaza. Seul pays en Afrique. Et n'ont pas eu de soutien de qui que ce soit. Aucun pays africain n'a eu le courage d'ouvrir sa bouche. Pendant que l'Afrique du Sud se battait pour une situation que beaucoup connaissent, n'est-ce pas? Et c'est une situation que beaucoup agréent, n'est-ce pas? Beaucoup disent que ce qui se passe là-bas est intenable, inacceptable. Mais combien ont eu le courage de s'exprimer? Ok, même pas s'exprimer. Combien ont eu le courage de soutenir l'Afrique du Sud dans sa démarche? Aucun pays. And that the Israeli government is directed at withdrawing. Et que le gouvernement israélien s'apprête à retirer cet ordre d'évacuer les populations du nord de Gaza. Out of the northern part of Gaza. Pourquoi? Parce que c'est ça, c'est des froussards, des peureux. C'est des gens qui n'ont pas de couilles, ils n'ont pas de tripes. On préfère se taire de peur que nous soyons des victimes, n'est-ce pas? Eux sont partis jusque-là. Regardez ici, les gens se lèvent même par rapport au Venezuela, disant c'est inacceptable de voir un pays indépendant se faire malmener par un autre pays impérialiste. On parle ici d'impérialisme. Ici, l'impérialisme, le colonialisme, c'est ça. Quand vous partez chez autrui et vous voulez décider qui sera le leader, qui sera le président dans un pays d'autrui. C'est inacceptable. Regardez-moi ça. The purpose of our coming together today. Notre rassemblement d'aujourd'hui a pour but de dresser un front uni contre l'impérialisme, contre Donald Trump
against Donald Trump, who is ravaging... qui ravagent le monde, qui bombardent des populations la nuit, qui capturent des présidents de divers pays. C'est le Venezuela aujourd'hui, ce sera l'Afrique du Sud demain. It will be South Africa tomorrow. Ils sont partis, ils ont enlevé Monsieur Maduro. Les Américains n'ont pas dit qu'ils avaient enlevé. Ils ont vraiment évité le mot enlevé. Enlèvement. Ils ont dit on a arrêté. Mais c'est un enlèvement par définition du dictionnaire, n'est-ce pas? C'est ça l'enlèvement. Prendre quelqu'un de son foyer, de son lieu, d'un milieu, lui prendre sa liberté de force sans moyen légal. C'est ça un enlèvement. Les Sud-Africains ont dit, vous avez enlevé... Et ça se passe devant l'ambassade. Vous savez, il faut respecter les gens. Quand on vous dépasse, il faut respecter. Je pense que c'est un pays beaucoup avancé, de loin avancé, que le clair des pays africains. Ont-ils la xénophobie? Oui, il y a un niveau de xénophobie. Est-ce que c'est mal? Oui, c'est mal. Mais bon, est-ce qu'on peut... Oui, on peut tout à fait comprendre cette xénophobie. C'est normal. Vous quittez votre pays là-bas quand les choses ne marchent pas, un pays bizarre, machin, histoire. Vous allez chez les gens pour aller vous réfugier. Pourquoi? Et puis vous allez faire des compétitions pour le travail. C'est normal qu'ils ne vous aiment pas. Votre pays est dans des conditions bizarres. Au lieu de vous lever, vous vous fâchez contre votre président, changer le gouvernement et le courage de mourir au nom de la patrie, vous ne le faites pas. Mais vous voulez aller chez eux faire je suis africain. Non, il faut aller faire les Africains chez vous. C'est normal qu'ils soient xénophobes. Vous quittez chez vous, vous emmenez la saleté chez eux. Vous commencez à chier dans les quartiers. C'est normal qu'on vous aime pas. Mais non, c'est normal. Vous quittez chez vous, vous allez chez eux pour commencer à vendre de la drogue. C'est normal qu'on ne vous aime pas. Vous quittez chez vous, vous apportez, comment ça s'appelait, vous ouvrez des boutiques où vous vendez des sardines qui sont pas originaux, sardines originales. Vous vendez des histoires de contrefaits. C'est normal qu'on ne vous aime pas. Vous quittez chez vous, eux se battent pour avoir des meilleurs salaires dans leurs emplois. Vous partez chez les Blancs dire, ok, non, nous on va travailler, mais c'est bon, il faut me payer un peu. C'est normal qu'on ne vous aime pas. Moi je me bats pour un salaire meilleur. Toi tu viens de ton pays, un chez Tolkien pour lequel tu veux pas te battre. Tu viens chez moi, tu veux prendre pas seulement mon salaire, tu veux prendre moins que mon salaire. Et le Blanc t'embauche et me laisse partir. C'est normal que je ne t'aime pas. Donc ceci se passait devant l'ambassade des États-Unis, où ils se sont exprimés ouvertement avec des parlophones, disant levez vos mains de l'Iran, laissez l'Iran tranquille. Vous avez fait beaucoup des choses négatives partout dans le monde. L'Iran n'a jamais provoqué qui que ce soit. L'Iran n'a pas l'intention de tuer qui que ce soit. Laissez-les tranquilles. Encore une fois, je pense que c'est important de retenir qu'on peut apprendre une leçon d'une personne même qui semble égale à nous. C'est très important. Quand vous voyez quelqu'un en train de faire des choses que vous n'êtes pas capable de faire, il faut copier. Il faut pas avoir honte. Et c'est ça. Mais chez eux, c'est différent parce que le Sud-Africain noir aime le Sud-Africain noir. Le Sud-Africain noir aime le Sud-Africain noir. Pourquoi? Parce qu'ils ont traversé les moments difficiles. Dans les années 60, quand vous étiez libres dans vos pays, eux, ils étaient encore sous le joug de l'apartheid. Ce n'est qu'en 94 qu'ils ont été libérés. Donc, ils ont eu le temps de vraiment s'aimer. Et ils s'aiment encore. Dans les pays africains, vous aimez les Blancs, les Pakistanais, les Indiens mieux que vous aimez les locaux. Ils ont plus de droits, plus de soutien, plus de protection qu'en les locaux. Je suis parti dans un pays ici, là. Vous arrivez dans le pays, il y a un lieu à l'arrivée, à l'immigration. Chez les Chinois et les locaux, les Chinois ont express, les locaux doivent passer. C'est incroyable. Les Chinois passent express avec les Indiens. Aïe aïe aïe. Comment on peut vouloir appartenir à une bêtise pareille? C'est incroyable. Vous ne verrez jamais ça chez les Chinois. Vous ne verrez jamais ça chez les Indiens. Le gouvernement sud-africain n'a pas tabassé ces gens parce qu'ils sont partis devant l'ambassade, comme on le fait dans beaucoup de pays. Si c'était dans certains, on va vous tabasser, vous chicoter, vous allez jurer. N'est-ce pas ou pas? Vous osez aller vous mettre devant l'ambassade des États-Unis dans un pays africain ici, mais vous serez choqués. Comment votre gouvernement va vous maltraiter? Vous allez en prison 6 mois. Pourquoi? Parce qu'ils vont vouloir prouver aux Américains combien ils sont pour eux. Vrai ou faux? Pas en Afrique du Sud. C'est ça un pays libre. C'est ça un pays évolué. C'est ça où il y a des cerveaux dans le pays. Faites-moi savoir ce que vous en pensez. J'aurai beaucoup de plaisir. Encore une fois, on n'est pas en train de soutenir ce que l'Iran fait. Ce que l'Iran fait, ça n'engage que l'Iran. Ok? L'Iran fait des atrocités. Bon, c'est une probabilité. Nous ne sommes pas très informés. Si c'est vrai, écoutez, l'Iran doit payer pour soi. Mais est-ce qu'il faut soutenir des attaques sur un pays indépendant en voulant choisir depuis Washington le leader d'un pays à Téhéran? C'est inacceptable. God bless.